le coup d'envoi de Fierté Montréal qui se déploie sur 10 jours jusqu'au défilé du 9 août. Cette 20e édition survient dans un contexte, on le sait, tendu, une semaine après cette attaque à la voiture bélier lors des événements de la Fierté de Berlin. Pour parler de tout ça, de ce contexte particulier, avec moi, Higino Montero, qui est directeur général par intérim de Fierté Montréal. Vous êtes en studio avec moi. Merci d'être là ce soir. Je vous imagine très occupé. Je veux qu'on parle peut-être d'abord de l'aspect sécuritaire, parce que là, c'est pas juste ça quand même cette année, mais il y a des mesures qui ont été ajoutées. Je crois comprendre qu'il y a même des barrières physiques là, qui ont été ajoutées à certains endroits. Je pense dans le village, notamment, là, pour la fin de semaine et les prochains jours. Oui, exactement. À la fois, ce qui s'est passé à Berlin nous rappelle qu'on a l'obligation d'être vigilant. On a l'obligation d'être vigilant dans tous les festivals et encore plus à Fierté Montréal. Moi, je dirais que quand même, la priorité pour nous a toujours été d'assurer la sécurité des participants-participantes, encore plus cette année, en concertation avec les autorités locales. En effet, il y a un renforcement des mesures, notamment dans le village, comme vous le dites. On est déployé au Parc olympique, qui est déjà un site assez sécurisé, mais on est aussi dans le village. Il y a des ajouts, en effet, d'infrastructures, des ajouts en termes humains, mais également des réajustements au niveau de la prévention. C'était important aussi pour nous qu'il y ait cet aspect-là qui soit pris. Plus de policiers aussi. Donc, plus de ressources policières. Okay. Des ressources policières et des ressources humaines également de notre côté. Bien sûr. Comment assurer cet équilibre-là, justement? Parce que oui, la sécurité, c'est la priorité, mais en même temps, on ne veut pas enlever l'essence de ce qui fait cet événement-là. Célébration, liberté, ça doit être assez difficile d'essayer de trouver cet équilibre-là quand même. Mais c'est toujours une question avec Fierté de balance. C'est toujours une question de balance. Puis nous, à Fierté, en plus, il faut le rappeler, les fiertés sont nées quand même dans des époques et des moments où justement les personnes n'étaient pas libres d'être ce qu'elles voulaient être. Donc nous, on joue toujours avec cette balance. Puis nous, on pense quand même que la sécurité, elle peut protéger la liberté à partir du moment où elle est discrète et proportionnelle. Donc oui, il y a des ajouts en infrastructure, il y a des ajouts en ressources humaines. Par contre, nous, on a l'obligation d'assurer le bien-être aussi de nos communautés. C'est pour ça qu'il y a aussi tout un panel de ressources d'intervention pour Fierté Montréal pour assurer le bien-être. Ça passe par des espaces bienveillants, des espaces pour les personnes BIPOC, des espaces pour les jeunes 14-25 ans, des ressources de formation. On a également des espaces de santé mentale et aussi des protocoles de lutte contre les violences sexuelles et de genre en milieu festivalier, par exemple. Tout ça se déroule dans un contexte, on sait, qui est assez particulier. Il y a une augmentation de l'homophobie dans les écoles du Québec, de la transphobie. Il y a un contexte politique aussi au sud de la frontière où le président américain, on le sait, multiplie les attaques contre la communauté trans. Quelle réponse doit offrir la communauté, la société à ces phénomènes-là concrètement? Comment on peut répondre à ça? Mais c'est sûr que quand on regarde le monde un peu, j'ai envie de le dire, il y a un festival qui s'ouvre dans un contexte où le monde est un peu en feu. Il y a quand même une augmentation de l'homophobie, de la transphobie. On observe il y a des guerres, il y a des génocides, il y a des déplacements forcés de population. Nous, en tant que société, il faut aussi qu'on reste unis. Nous, en tant que communauté, il faut qu'on reste unis. Il faut qu'on continue à être visible. On ne peut pas se cacher. Il faut qu'on continue à être visible. Et c'est pour ça aussi que Fierté existe. Il faut aussi qu'entre organismes communautaires, entre communautés, on se serre les coudes également, qu'on continue à éduquer, à sensibiliser la population générale, qu'on continue, car il y a encore un combat à mener, notamment, comme vous le dites, pour les personnes trans, les personnes racisées aussi. Il y a eu certaines divisions là, au sein de l'organisation l'année dernière, président du CA qui a dû quitter, des tensions autour de l'antisémitisme, ce qui se passe à Gaza également. Alors, cette année, comment, justement, pouvez-vous essayer de rassembler les gens? Je suppose qu'il y a encore peut-être certaines divisions. Comment vous allez essayer de rassembler les troupes, là, peut-être, cette année, d'une certaine manière? Mais déjà, ce qui s'est passé l'année dernière, j'aime rappeler que dans une vie organisationnelle, il y a des mouvements, il y a des transformations. Nous, ça a été des voix qui se sont élevées. Puis nous, notre responsabilité en tant qu'organisation, c'est d'écouter, d'être humble et de se dire, OK, comment on se transforme? S'il y a des excuses à présenter, on les présente, on écoute et on avance en tant qu'organisation, mais aussi au sein de nos communautés. C'était vraiment pour nous important d'avoir des espaces d'écoute, des espaces où les organismes communautaires, les artistes, les collectifs artistiques puissent participer à Fierté Montréal. C'est notre essence. Puis on voulait rassembler ça, donc on avait notamment des comités aviseurs de programmation, comités aviseurs communautaires pour justement se nourrir aussi de l'expertise de nos communautés, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Ça a été aussi de rassembler tout le monde autour de tables de concertation, de pouvoir justement trouver la balance entre notre vision. Nous, par exemple, vous parliez de la situation à Gaza. Nous, aujourd'hui, on n'a pas peur de nommer justement le fait que nous, on reconnaît que c'est un génocide aujourd'hui. Puis on travaille aujourd'hui avec tous nos organismes communautaires aussi pour avancer avec ça. Vous parliez d'antisémitisme, on a rencontré tous des groupes religieux de toutes les confessions pour créer des espaces sécuritaires aussi, à l'intersection de la foi et de la queerness, avec un focus sur la foi.
pas tant sur les messages politiques, sur l'instrumentalisation, etc. de la foi, mais vraiment sur l'intersection des personnes, de remettre le focus sur les personnes 2S, LGBTQIA+, sans fermer les yeux sur d'où on vient et sur le contexte. Je veux qu'on parle un petit peu du rôle de la classe politique. Est-ce qu'il y a des politiciens qui ont confirmé leur présence? Est-ce qu'il y a des absences peut-être qui pourraient être remarquées, des confirmations de présence que vous attendez? Est-ce que c'est le cas? Mais on a tous les ans des politiciens, politiciennes qui participent. Là, à ce stade, on a quelques confirmations. Après, je vous avoue que c'est souvent à l'approche du défilé qu'on a toutes les confirmations. Donc oui, on a quand même quelques confirmations. Pour le moment, en tout cas, on sent qu'il y a une volonté d'être présent. Dans le contexte que l'on connaît, vous pensez que ça participe de ça peut-être? Et l'importance que ces personnes-là soient là, qu'elles s'affichent, quoi? Mais il y a un symbole quand même quand on se sent soutenu par les politiciens, politiciennes, mais être soutenu, c'est être soutenu de la bonne façon. Nous, cette année, par exemple, en concertation notamment avec d'autres organismes communautaires, on a mis en place une annexe de sensibilisation, je dirais, à destination des élus pour rappeler que quand on participe à nos activités, qu'on participe à des activités de Fierté Montréal ou de fierté, de manière générale, on respecte le caractère symbolique de nos espaces. Ça veut dire pas d'instrumentalisation partisane, pas de sollicitation électorale, surtout dans une année comme la nôtre. Oui. Et d'où c'était important de rappeler qu'on s'attend aussi à un engagement de la part des élus quand on participe à Fierté ou à nos activités queer, un engagement qui est permanent et à l'année, notamment la lutte contre l'homophobie, la transphobie et toute forme de racisme, d'antisémitisme, d'islamophobie, par exemple. Je veux savoir ce qui peut-être devrait marquer cette édition cette année. Est-ce qu'il y a des événements spéciaux, des nouveautés que vous aimeriez que les gens notent peut-être avant que tout ça commence? Mais les 20 ans, c'est un retour aux racines. C'est un retour aux racines, ça s'incarne un retour au village, 10 jours de programmation dans le village, 95% d'artistes locaux. Pour nous, c'était primordial de mettre de l'avant les artistes locaux, mais surtout un show du 20e. Show du 20e au Parc Olympique le samedi 8 août, qui célèbre les 20 ans de l'organisation. Mais on ne voulait pas faire quelque chose juste à propos de nous. C'est 50 ans de militantisme, 150 artistes sur la scène du Parc Olympique. Quand même, ça va être le fun samedi 8 août et le défilé le 9. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ça. Ça commence ce soir. Je pense que c'est déjà commencé, en fait. Déjà commencé. Gino Montero, vous êtes directeur général de Fierté Montréal. Bonne chance pour cette prochaine édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup.